l'immobilier à l'habitat, une coproduction Radio Imo et acheterlouer.fr. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Kioké. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'immobilier à l'habitat, une émission réalisée en partenariat avec le site acheterlouer.fr et notre partenaire Guy Hockey. Comme chaque mois, on va vous proposer le meilleur des actus, des conseils, des réflexions pour mener à bien votre projet immobilier, que ce soit d'ailleurs pour acheter ou pour louer. Et pour animer cette émission, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra. Alors, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro ? Eh bien, on va tout d'abord s'intéresser à l'actu avec notre revue de presse spéciale IMO, toutes les news, les infos à retenir jusqu'au plus insolite. Et ce mois-ci, on s'est posé une question très importante qui va intéresser Stéphane Fritz, qui est également notre invité aujourd'hui. Les honoraires des agents immobiliers sont-ils trop élevés ? On va en parler dans un instant. C'est la question qu'on vous a posée et vous verrez, les réponses sont plutôt étonnantes. Honoraires trop chers ou pas ? Vous aurez la réponse dans cette émission. Et voilà, ce sera notre séquence Les mots de l'IMO avec ce micro-trottoir. Et puis on va terminer avec une séquence que vous affectionnez, Alexandra, c'est la météo. Et oui, bien sûr, mais la météo de l'IMO. Alors aujourd'hui, il fait très beau. On va voir si c'est beau également du côté de l'IMO. Est-ce que les tendances pour acheter sont au beau fixe dans le neuf, dans l'ancien ? J'allais dire les températures. Mais alors, les températures sont-ils en hausse ? Eh bien, on va en parler dans un instant. Voilà. Ouais, est-ce que c'est la fièvre sur les prix de l'IMO ? On prendra la température donc, des prix de l'IMO. Voilà, on aura nos chroniqueurs Vincent Favero et en plateau Bérénice Deville qui nous a rejoints. Tout de suite, on passe à notre première rubrique. Ce sont justement la revue de presse. À tout de suite. De l'immobilier à l'habitat, la revue de presse. Et justement, chaque mois, nos journalistes épluchent la presse immobilière pour dénicher les tendances, les scoops et les chiffres. Alors, le vrai faux confinement, on va en reparler, a été confirmé le jeudi 18 mars par le gouvernement. Alors, comment cela se passe-t-il pour les agents immobiliers, pour les visites ? Les agences sont-elles encore fermées ? Est-ce qu'elles pourraient réouvrir, etc. Peut-on encore visiter un bien immobilier ? La réponse avec Vincent Favero. Une crise qui n'en finit pas et un nouveau cycle qui recommence. Conférence de presse, décret d'application, nouvelles mesures. Ce 18 mars 2021, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un reconfinement dans 16 départements, principalement l'Île-de-France et le nord du pays. Le monde de l'immobilier est resté pendu aux lèvres du Premier ministre et après l'allocation, les discussions ont été engagées pour qu'une possible continuité d'activité soit possible et elle l'est en partie. Pour commencer, les visites restent autorisées. Acheter ou vendre son bien reste donc possible et peut même justifier de sortir de son département. Attention, en revanche, il faudra que la recherche se fasse pour son logement principal. Exit donc les résidences secondaires par exemple. Des visites qui devront se tenir avec des mesures sanitaires fortes, gestes barrières, port du masque et désinfection des surfaces. Des procédures que les agents sur le terrain ont bien intégrées depuis quelques mois maintenant. Côté agence, ce sera porte close, interdiction d'ouvrir les portes aux clients potentiels. Les contacts devront se faire à distance par les sites internet ou encore par téléphone. Pour rappel, seuls les commerces de première nécessité peuvent ouvrir dans cette nouvelle période. Enfin, les chantiers devraient pouvoir continuer à tourner, c'est ce qu'a laissé entendre la Fédération française du bâtiment à la presse. L'activité pourra continuer et les nouveaux logements ou les rénovations se faire. Des mesures contraignantes à nouveau, mais cette fois pour 16 départements seulement au 22 mars 2020. 16 départements qui regroupent tout de même un tiers de la population française. Alors pour réagir justement à ces chroniques, on a notre témoin du jour, c'est Stéphane Fritz. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Président de Guy Hockey. Alors justement, ça nous fait plaisir de vous avoir puisque là vous êtes touché au premier chef avec ce vrai faux confinement. Ouais. Comment ça se passe dans les agences ? Alors vrai faux confinement, on a... La très bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de faire des visites, contrairement au mois de novembre. Et la possibilité de faire des visites, c'est la possibilité de faire réellement tout notre métier intégralement. Bien évidemment, les agences sont fermées. Elles sont fermées au public, mais les collaborateurs peuvent occuper leur poste de travail pour autant qu'ils soient peu nombreux dans l'agence, avec des espaces suffisants. On a renforcé, comme c'était le cas au mois de novembre, les règles sanitaires. Aujourd'hui, les collaborateurs essuient les poignées de porte et de fenêtres avant de rentrer, distribuent du gel hydroalcoolique.
des surchaussures, des masques. Donc on est capable aujourd'hui de faire notre métier et on est content, et je remercie ici la ministre de tutelle qui a beaucoup œuvré, le gouvernement qui a compris qu'il fallait aujourd'hui accompagner les projets immobiliers des Français. Il l'a restreint à la résidence principale. Donc les agences sont fermées, mais on est toujours sur le pont et on arrive à encore faire notre travail et à accompagner les Français dans leurs projets immobiliers. Ouf de soulagement quand même par rapport, c'est vrai, au dernier confinement de novembre où vous étiez vent debout. Quand c'est vrai que ça paraissait un peu étonnant de ne pas pouvoir être trois pour une visite, enfin monsieur, madame et l'agent immobilier. Quand on voit surtout, Alexandra, les queues dans les magasins, c'est ça, exactement. les gens qui s'entassent, c'était un peu curieux. Je ne veux pas comparer avec les queues dans les magasins. C'est toujours très difficile à la place du gouvernement de décider des règles, celles qui vont être avant et celles qui vont être après. En novembre, ce qui s'est passé, on a dit notre incompréhension de cette situation, c'est-à-dire que nous étions considérés comme non essentiels, mais magasins ouverts malgré tout. Enfin, donc on pouvait faire notre travail. Et donc on ne pouvait pas prétendre aux aides. D'accord ? Et de l'autre côté, la visite ne pouvait pas sanctionner un bien. Alors, un investisseur peut acheter sur visite virtuelle un bien à l'autre bout du pays, mais c'est 7% du marché. Aujourd'hui, quand on rentre, quand on achète sa résidence principale, on a besoin de sentir, on a besoin d'aller. Il faut sanctionner par une dernière visite physique. Du coup, ça s'est ressenti. Au mois de janvier-février, on a une baisse de chiffres en encaissé. Aujourd'hui, une baisse de chiffres en encaissé qui était issue du mois de novembre. Donc, c'était double peine et donc on a fait valoir notre désarroi auprès de la ministre. Et cette fois-ci, on a été entendu et on remercie et le gouvernement et la ministre de tutelle Emmanuelle Wargon de nous avoir accompagnés. Dernière question, toujours sur cette séquence. Résidence principale, qu'est-ce que ça veut dire pour tous les gens justement qui ont envie d'avoir un projet locatif, qui voudraient aussi, j'imagine, visiter, bloquer ? Si ça concerne la résidence principale, c'est la même où vous habitez, alors à ce moment-là, vous êtes autorisé à visiter. Donc on est toujours autorisé, c'était le cas en novembre, comme aujourd'hui, à prendre des mandats, à aller voir un banquier, à aller voir un notaire, un diagnostiqueur. Et si c'est pour résidence secondaire, alors que vous avez déjà une résidence principale, vous n'y êtes pas autorisé. Donc, du coup, on peut aller dans le sud-ouest en habitant Paris pour aller acheter un bien là-bas si on souhaite s'y installer. Oui, parce que pour le coup, vous allez outre l'interdiction des 10 km. C'est compris. Merci pour ce point très clair, Stéphane Fritz. Allez, on enchaîne. On va s'intéresser maintenant à l'immobilier de prestige, haut de gamme. Bernice Deville, vous êtes penchée sur la question. Tout à fait. Alors, on va tout savoir avec vous sur un nouveau type de résidence, la résidence semi-permanente. Oui, grand gagnant donc des deux confinements, peut-être du troisième qui n'est pas vraiment un confinement, on ne sait pas trop, confinement dehors. L'immobilier de prestige a vu son marché s'envoler et les Français aisés ont remplacé sur ce secteur les riches fortunes internationales, aux abonnés absents depuis le début de la pandémie évidemment. Alors les Français qui ont les moyens, vous l'avez dit, ont adopté un nouveau concept, donc la résidence semi-permanente. Ainsi, ils sont prêts à investir pour l'acquisition d'une magnifique villa contemporaine, d'une belle maison de charme, d'un hôtel particulier ou encore d'un splendide château. Alors, la Côte d'Azur, la Provence, le Pays Basque, le bassin d'Arcachon, Chamonix ou encore Deauville font partie des lieux les plus recherchés par les Français. Cela a d'ailleurs eu une incidence sur les prix. Par exemple, en Bretagne et en Normandie, les belles demeures et les châteaux ont vu leur valeur augmenter de 5% au cours de l'année 2020. Barnes aussi a pu constater cette nette accélération du marché immobilier haut de gamme puisque les consultations de la rubrique propriété et château de son site internet ont augmenté de 75% entre mars 2020 et février 2021. Alors selon le directeur général du groupe, Richard Zipin, le fait de s'offrir son rêve domestique quand on a la chance d'avoir les moyens de ses envies est le meilleur des antidépresseurs. Ouais, alors qui sont les plus friands pour des belles demeures ? Alors parmi cette niche d'ultra privilégiés, évidemment, on retrouve les citadins désirant posséder donc cette résidence secondaire, mais aussi une importante population d'expatriés qui revient ou qui projette de revenir en France. Alors concernant les critères les plus réclamés par les acquéreurs, évidemment, on retrouve les grands espaces extérieurs, la proximité avec la nature, la possibilité d'aménager un grand espace bureau pour télétravailler et des grandes métropoles à moins de 2 heures. Très bien, alors Véronice, faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'on trouve en ce moment sur le marché ? Alors j'ai repéré 2 biens. Bon, ils viennent d'être vendus, hélas. Il y en avait un, c'était une villa contemporaine située dans le golfe du Morbihan qui vient d'être vendue au prix de 4 millions d'euros. Ah oui. Et c'est à ce prix aussi qu'un château au bord d'une rivière marine près du port de la Trinité-sur-Mer a été vendu. Et moi j'aime beaucoup ce coin, donc
Donc voilà. Mais c'est trop Bretagne. tard. Stéphane, une réaction, toujours le luxe, hein, un peu le safe haven, la valeur, c'est plus que refuge, là, c'est vraiment l'investissement plaisir, mais qui continue à être très privilégié. C'est pas le segment de marché premier du réseau Guy Hockey aujourd'hui. C'est un segment de marché particulier, c'est une niche, même s'il nous arrive chez les Parisiens, les Annéciens, à Saint-Tropez, de vendre des biens d'exception, bien au-delà de 4 millions même. Mais c'est pas notre marché. Je suis assez étonné, compte tenu du fait que les étrangers ne puissent pas venir en France habiter. Je suis assez étonné que ce marché ait explosé. Donc c'est surprenant pour moi, c'est pas un marché qu'on étudie. D'accord. Bon, mais en tout cas, il a toujours effectivement le vent en poupe. Allez, on termine par notre sujet du jour, les honoraires. Et oui, hein, c'est vrai que les Français ont envie d'investir, d'acheter, de devenir propriétaires. On en parle très régulièrement ici, mais il y a toujours ce petit quelque chose qui coince, les honoraires des agences immobilières. Nos concitoyens les trouvent trop élevés, justement. On va en parler avec Vincent Favero qui va nous dire si ces honoraires sont trop élevés ou pas. C'est un grand serpent de mer qui revient très souvent dans les conversations. Les commissions touchées à chaque vente par les agents immobiliers sont jugées trop élevées par les Français. C'est le résultat d'une étude récente d'Opinion System que détaillent nos confrères du Parisien.fr. Le rapport honoraire-service obtient la plus mauvaise note, 6,5 sur 10. Pour expliquer cette note, Jean-David Lépineux, le directeur général et cofondateur d'Opinion System, avance plusieurs explications. Selon lui, toujours dans les colonnes du Parisien, la loi qui impose un délai de 3 mois entre le compromis et l'acte de vente est très mauvais pour la relation client-agence. Car passé ce délai, le vendeur ou l'acheteur a quelque peu oublié son agence et le peu de contact après la signature de l'acte renforce l'idée que les services rendus ne sont pas au niveau du prix affiché. Alors comment s'en sortir et faire remonter la note ? Le président de la FNIM explique de son côté qu'une meilleure explication, un meilleur détail de ce que recoupent les commissions pourrait renforcer l'adhésion à ce prix. Autre travail à faire, possiblement en amont, cette fois de l'acte de vente. Car souvent, les primo-accédants viennent du marché locatif qui est souvent géré par les agences. Et la gestion locative reste l'une des facturations les plus opaques pour les Français, avec souvent le sentiment que l'agence ne fait que prendre un pourcentage du loyer pour faire le lien avec le propriétaire. Dans ce modèle, un renforcement de la présence de l'agent, par une simple communication déjà, et par ensuite plus de services, pourrait alimenter davantage le lien avec les clients et ainsi remonter la note et la cote, car la profession d'agent immobilier est l'une des plus mal aimées des Français selon un sondage de l'IFOP, aux côtés des journalistes, des politiciens et des banquiers. Journalistes, politiciens, banquiers et agents immobiliers, tout le monde sur ce plateau en prend pour son grade. Hein. Oui, c'est vrai que les journalistes ne sont pas très aimés, ni les agents immobiliers. Mais on ne fait pas de politique. Comment vous le vivez alors, le fait d'être un peu mal aimé des Français ? Non, pas mal. C'est pas une réalité, c'est un ressenti plus qu'une réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez ou quand vous vendez avec un agent immobilier, et autour de la table, on peut peut-être le savoir, c'est quand vous avez un bon face à vous, c'est une histoire de bon ou de mauvais, et de ressenti. Quand vous avez un bon face à vous, c'est quelqu'un que vous recommandez et vous dites, et vous allez racheter ou revendre avec le même. D'accord, parce que vous aurez une bonne expérience. Donc c'est pas vrai qu'il y a un... Mais sur le ressenti, je l'entends. Je suis content d'être interrogé sur ce sujet qui est un serpent de mer qui revient tout le temps, parce que ça nous permet justement de nous expliquer. Je suis assez d'accord avec Jean-Marc Torolion sur le fait qu'il faut expliquer notre métier pour que les gens comprennent et ressentent. Et d'accord avec Jean-David Lépineux de la même manière que de dire qu'entre le compromis et la vente, il se passe 3 mois et qu'il y a un désamour si jamais l'agent immobilier ne continue pas de tenir le lien et d'informer pour préparer la personne à venir dans son bien. Il y a tout un tas de services à apporter entre ces deux grands moments, et c'est ça ce sur quoi nous devons former nos collaborateurs. Concrètement, quel genre de service ? Le déménagement, le transfert des comptes free, électricité, accompagné. Et puis aussi, vous savez, il y a un petit coup de fil sentimental qui vous appelle parce que vous allez donner une somme conséquente pour l'achat de votre maison, qui demande comment vous allez juste et comment vous vous organisez et en quoi je peux vous aider. C'est pas juste la présentation du bien et puis on se retrouve chez le notaire. Il y a d'autres choses à faire. Il est certain, et c'est souvent ça se ressentit. Si je dis la cuisine est à droite, le salon est à gauche, vous allez me devoir 10 000 balles. C'est normal que le ressenti soit fort et à côté. Mais c'est pas ça le métier d'agent immobilier. Il faut connaître son secteur, il faut se former sur le financement, sur l'assurance. C'est un vrai métier. Sur les écoles aussi, par exemple. Surtout, il faut connaître son quartier, il faut connaître les prix, il faut aller chercher tous les jours des biens, des nouveaux biens. Et tout le monde n'est pas à vendre, il faut la expliquer, convaincre un vendeur de vendre son bien, de se mettre au bon prix, le commercialiser.
Enfin, tout ça, c'est un métier. Et c'est pas juste Alors, cuisine à gauche, salon à droite. Je vous propose justement de donner la parole justement à ceux qui ont des projets. Quel est leur ressenti? On passe tout de suite au mot de l'IMO. De l'immobilier à l'habitat, les mots de l'IMO. Alors chaque mois, on va à votre rencontre pour vous donner la parole sur des sujets immobiliers qui vous intéressent. Rubrique donc les mots de l'IMO, micro-trottoir. Et donc on a posé cette question pour vous, les honoraires des agents. Eh bien, est-ce que c'est trop cher? Oui et non, pas forcément en soi, puisqu'on parle quand même d'un boulot qui nécessite de trouver un logement pour quelqu'un. C'est une partie très très importante de sa vie, donc il faut que, on va dire, si on veut que la tâche soit bien faite, il faut rémunérer un minimum. Après, oui, au niveau des frais d'agence, que toutes, quasiment les formalités soient payantes individuellement, ça, non, c'est pas normal. Ça semble justifié. C'est par rapport au temps de travail passé. Si un agent immobilier travaille bien sur sa vente, évidemment qu'il doit être récompensé. Donc je ne vois pas pourquoi il pourrait prendre moins que ça. Non, je pense qu'il vaut mieux passer par un agent immobilier parce qu'il sera là pour apporter des conseils, alors que passer en direct avec, par exemple, un particulier, on peut avoir des vices cachés, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, comme les frais de notaire, etc. Ou par exemple, je prends un exemple sur le neuf, la loi Pinel, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît le métier pour conseiller au mieux. Je vous avoue que j'ai jamais acheté, donc je ne sais pas combien ils se prennent les agents immobiliers. Après, j'imagine que tout ne leur revient pas dans la poche. Après, j'ai envie de dire que quand on achète, c'est un peu le projet de toute une vie, donc ça peut aussi avoir un bon agent immobilier. Je pense que c'est pas si évident que ça à trouver, donc ça peut aussi se justifier. Moi, j'ai pas vraiment de problème à donner de l'argent à quelqu'un qui me trouve une perle rare. Voilà, pas de problème. C'est évidemment, si vous faites, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, Stéphane Fritz, le job, si vous trouvez la perle rare, ou s'il y a cette notion, on en parlait tout à l'heure, de service. Là, à ce moment-là, c'est justifié. Encore faut-il bien expliquer, parce que si c'est pour faire le porte-clés, c'est vrai, ça n'a pas tellement de sens et ça ne serait pas justifié, mais derrière, il y a un boulot, il y a quand même une désalerte parfois sur un logement. On parle beaucoup de DPE, on en a parlé le mois dernier, la performance énergétique, toutes les nuisances qu'on peut avoir. Il faut bien observer, et ça, c'est le métier aussi de terrain et du bon agent immobilier. Aujourd'hui, acheter avec un agent immobilier, c'est acheter sécurisé. Garanti, Louer, c'est sécurisé. C'est sécurisé, c'est garanti. On parle aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la gestion locative. Le loyer tombe tout le temps, tous les mois, et l'agent immobilier ne fait rien, et donc j'ai le ressenti que je peux le faire seul. Oui. L'agent immobilier, il va toucher en moyenne 40 € par mois sur un loyer. Donc en moyenne en France, 40 € par mois. En revanche, le jour où vous avez un pépin, il va vous sécuriser. Et garantie de loyer impayé, il va vous sécuriser, il va s'occuper de tout. Et ça, c'est important. Et ceux qui ont eu des problèmes avec des locataires ou avec des propriétaires savent à quel point c'est bien de mettre son appartement en gestion locative et en être tranquille, pour vraiment être tranquille. Donc, on parle bien d'un ressenti. Moi, je suis content parce que les gens du micro-trottoir ont fait mon travail, ce qui est oui et non. Et si jamais on a un bon, vaut mieux passer par là qu'être tout seul. Donc, oui. Et pourtant, des fois, on n'en a pas ni pour son argent, et même on laisse tomber, ou on passe en direct. Eh bien, votre voisine, Bérénice Deville, en a fait l'expérience. Bérénice, racontez-nous, vous avez cherché il y a peu de temps, et les agents, là, ils n'étaient pas au niveau, en tout cas au niveau de vos attentes. Je vais me faire un ami sur ce plateau. Oui, alors, c'est une expérience que j'ai eue, justement, une mauvaise expérience. Évidemment, moi, je cherchais à faire un investissement locatif, donc je m'étais tournée vers des agences immobilières. Et la semaine, je ne travaillais pas à Paris, et je voulais acheter à Paris ou dans les communes voisines. Et c'est vrai que j'ai trouvé peu d'agents immobiliers dispo le week-end. Et alors déjà, c'est pas évident d'acheter à Paris quand on n'est pas là, parce que ça part. Enfin, c'était avant le confinement, le premier confinement, donc ça partait hyper vite. Donc, faut être un des premiers. Et du coup, j'étais là que les week-ends, donc forcément, ça réduisait déjà le nombre de biens. Et c'est vrai que j'ai eu affaire à des agents qui m'ont planté, qui ne me rappelaient pas. Donc, je me suis déplacée, les agents ne sont pas venus. Donc, je pense que l'appartement avait déjà été vendu, etc. Enfin, vraiment, ça a été catastrophique. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai écouté des amis qui m'ont dit, mais passe directement sur le Bon Coin ou sur
sur d'autres plateformes comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai pu acheter un appartement. Alors après, je rejoins totalement ce que vous disiez tout à l'heure. Par exemple, la gestion locative, pour moi, c'est une évidence que quand on met un appartement en location, c'est s'embêter, c'est indispensable de le mettre en gestion locative pour pas avoir d'appels le dimanche soir, pas de stress, et ça, c'est clair que c'est indispensable. En revanche, voilà, il y a quand même un souci. Alors après, je pense, mais ça c'est mon avis, peut-être que vous allez me contredire, que c'est essentiellement, c'est surtout les agents immobiliers parisiens, même si je pense qu'il y en a évidemment des bons, hein, mais je pense pas que dans les petites villes, ça se passe comme ça. Je pense qu'à Paris, il y a tellement de demandes qu'ils prennent plus la peine parfois de se déplacer quand l'appartement a déjà été vendu, etc. Voilà. C'était pour mon expérience. Alors, déjà, vous n'allez pas vous faire un ennemi, parce que je suis un fervent défenseur des bons agents immobiliers, pas des mauvais. Et je suis plutôt remonté aussi, puisqu'il m'est arrivé la même chose. Pour ma compagne, on a voulu louer un appartement et on a eu rendez-vous avec un agent immobilier. Je me suis annoncé comme étant président de réseau pour essayer de faire un passe-droit. Oui, un petit peu. On fait ça avec ce qu'on a. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Non, ça n'a pas marché, parce qu'il n'est pas venu à 14h au rendez-vous. Et il m'a envoyé un texto à 15h15 pour m'expliquer que c'était déjà loué. Donc, ça, on le connaît, vous avez raison, dans Paris, on le connaît sur un marché extrêmement tendu, et c'est moins vrai en province quand le marché est un peu plus détendu. En revanche, non, je ne suis pas défenseur des agents immobiliers, je suis défenseur des bons agents immobiliers et pas des mauvais. On est d'accord alors. Voilà pour ces témoignages finalement. Ces honoraires, ils sont compris, mais ils méritent quand même d'être expliqués, détaillés. Et c'est ce que vous avez parfaitement fait. Allez, on continue, on passe à notre dernière rubrique, la météo de l'IMO. De l'immobilier à l'habitat, la météo de l'IMO. C'est l'heure de la météo de l'IMO. On vous rappelle le principe, on s'intéresse chaque mois aux grandes tendances chiffrées du marché de l'immobilier, marché du neuf, de l'ancien ou encore niveau des prix, taux de crédit immobilier. Pour chaque rubrique, Alexandra, vous nous dites si le climat est favorable ou pas. On va démarrer avec le marché de l'ancien. Allez, on part avec le marché de l'ancien et c'est globalement le grand beau pour cette catégorie, même si on va le voir, il y a quand même quelques nuages très très bien localisés. Alors le marché de l'ancien, il est sain, il est solide. Toutefois, la dynamique est un petit peu plus compliquée qu'il n'y paraît, puisque la France est coupée en deux avec d'une part le marché parisien, en tout cas le bassin parisien, et la province dont les volumes restent élevés. Et en Ile-de-France, eh bien, les volumes ont dégringolé de plus de 15%. En matière de prix sur un an, la hausse se poursuit pour les logements anciens avec plus 5,2%, c'est-à-dire que d'acheter dans l'ancien, ça coûte toujours plus cher et donc les acheteurs font généralement une plus-value. Mais cette augmentation s'atténue un petit peu depuis le troisième trimestre 2020 et les prix pourraient baisser légèrement de l'ordre de 1 à 2% pour cette année 2021. Voilà, clignotant plutôt au vert, grand soleil pour l'instant. Marché, vous le disiez, tendu en tout cas dans les agglomérations les plus grandes. Il est toujours tendu, y compris en France. Aujourd'hui, on était déjà sur une dynamique extrêmement forte. Je vous rappelle 2019, année historique. Même avec le Covid, 25% d'arrêt de l'activité et on a un recul d'à peine 9%. Et là, sur le premier trimestre de l'année 2019, qui était un premier trimestre sans Covid, 2020, pardon, qui était un premier trimestre sans Covid, on a encore une accélération. Donc, on est quand même sur un marché fort. Un recul d'1 ou 2% sur les augmentations qu'il y avait, c'est plus une stagnation qu'un recul. Ouais. Voilà, aujourd'hui, le marché reste dynamique et les prix ne sont pas prêts de baisser. Sauf crise forte, mais elle sera à ce moment-là contenue dans le temps. Ouais, le cru de 2021 démarre pas mal. Plutôt. On regarde ce qui se passe, météo, sur le marché du neuf maintenant. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué avec de nombreux nuages, mais également des orages en vue. En 2020, le marché du neuf a très logiquement reculé. Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, dont dépend le logement, 376 700 logements ont été mis en chantier. De nombreux chantiers ont d'ailleurs été mis à l'arrêt, notamment l'année dernière au début de la pandémie, c'est-à-dire que c'est un recul de près de 7%. Mais c'est surtout l'avenir qui s'annonce délicat. Indicateur de l'évolution à venir, le nombre de permis de construire a chuté de près de 15%. Il a chuté exactement de 14,7% à 381 600 logements autorisés. Bref, donc on observe d'une part un recul de la création de logements alors que la crise économique renforce l'urgence d'une offre suffisante en matière d'habitation. Moins de logements construits et moins de permis de construire, notamment avec certaines mairies écolos, on en parle régulièrement, qui freinent un petit peu ces projets neufs et qui ont moins envie d'avoir des nouveaux logements sur leur commune. Les gros nuages.
Il faut qu'on arrête avec les dogmes, notamment de ne pas construire vertical. Évidemment qu'il faut construire respectueux de l'environnement. Et de ce point de vue-là, on a raison de contraindre inclusif, environnemental. On peut contraindre ça. Par contre, il faut raccourcir des délais, il faut permettre le vertical et arrêter avec les dogmes. Aujourd'hui, moi, je travaille dans l'ancien et je demande d'aider l'offre. Si on demande quelque chose au gouvernement, c'est d'aider le neuf pour étoffer l'offre de façon à faire baisser la pression des prix aujourd'hui et aller dans le sens du pouvoir d'achat des Français. Ouais, d'autant que vertical, ça ne veut pas dire polluant. Hein. On a aussi maintenant des immeubles de grande hauteur biosourcés en bois. Il y a de très grands promoteurs français qui aujourd'hui font de très belles choses en vertical et environnemental et inclusif. Voilà, on termine avec les taux immobiliers. Où est-ce qu'on en est, Alexandra ? Eh bien là, c'est le printemps, c'est presque même l'été, avec donc toujours des taux immobiliers très bas malgré l'épidémie. Eh bien, les taux des crédits immobiliers sont toujours très favorables aux emprunteurs. Selon l'Observatoire Crédit Logement, il est désormais possible d'emprunter au taux moyen de 1,14% dans le cadre d'un projet immobilier, un chiffre donc très proche des plus bas niveaux historiques observés en fin d'année 2019 et en début d'année 2020. Et je lisais également que si on emprunte sur une petite période entre 5 et 10 ans, eh bien les taux avaient légèrement baissé très dernièrement, là, Stéphane. Alors la baisse des taux, c'est toujours, on en parle au jour, mais il faut savoir qu'on est autour de 1. On parle d'indice, 1,30, 1,20, selon si c'est rien. Je veux dire, aujourd'hui, une augmentation de 0,20, c'est même pas 40 € sur la mensualité, ça n'empêche pas de capitaliser au lieu de louer à fond perdu. Donc, c'est pas un sujet aujourd'hui. Les taux sont bas et ils vont le rester. Et quand bien même il y aurait des variations, elles peuvent être issues, de la sécurité qu'apporte. Si vous avez un très très gros apport et que vous êtes sécurisé par un gros salaire, vous aurez des taux bas. Si vous avez un petit salaire et assez peu d'apport, vous avez des taux un peu plus élevés. Merci Stéphane Fritz, donc président de Guy Hockey. Merci Bérénice. Avec plaisir. Pour votre témoignage et la chronique. Merci Alexandra. Merci à vous. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du magazine De l'immobilier à l'habitat. De l'immobilier à l'habitat, une coproduction Radio Imo et achtelouer.fr. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.